J'en suis sûr, vous aussi, vous avez déjà eu un sous-traitant qui n'avance pas, qui bâcle le boulot ou qui vous plante en plein milieu d'un chantier. Et vous n'êtes pas le seul. Dans le BTP, mal gérer ses sous-traitants, ça coûte cher, très cher. Du temps perdu, de la qualité qui chute, une marge qui fond et parfois même un client très en colère à gérer. Dans cet épisode, je vais vous partager les 5 règles simples que j'enseigne aux dirigeants que j'accompagne pour éviter les galères avec leurs sous-traitants. On va parler de sélection de contrats, de posture et de suivi. Tout ce que je vais vous dire est concret, de terrain et directement applicable. Et si vous avez le courage de suivre ce podcast ou cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai une méthode ultra simple pour cadrer vos sous-traitants dès le premier chantier. On commence tout de suite. On va pas se mentir, beaucoup d'artisans choisissent leurs sous-traitants au feeling. C'est le cousin de mon pote, on a déjà bossé ensemble une fois, on me l'a recommandé. Et parfois ça se passe bien, mais trop souvent, le choix se fait sans contrat, sans vérif et sans cadre. Et au premier problème, tout part en vrille. Délai non tenu, finition pas propre, chantier abandonné sans prévenir. Dans mes accompagnements, je vois malheureusement trop d'entreprises du BTP qui ne cadrent pas leurs sous-traitants comme elles cadreraient leurs salariés. Mais le risque est le même, voire pire, parce qu'un sous-traitant, vous ne pouvez pas vraiment le recadrer en interne. S'il part aussi vous pente, c'est pour votre pomme. Ce que je recommande, c'est d'utiliser des critères simples. Est-ce qu'il est assuré? Est-ce qu'il a des références? Est-ce qu'il respecte les délais? Est-ce que ses devis sont clairs? Un couvreur que j'accompagne bossait avec un sous-traitant totalement à l'arrache. Un jour, fuite sur une toiture neuve, le sous-traitant nie être concerné, le client se retourne contre l'entreprise et au final, c'est bien l'entreprise qui a tout pris. Réparation, perte de temps, mais surtout image abîmée. À l'inverse, un plombier que j'accompagne vérifie toujours les assurances de ses sous-traitants, le matériel avec lequel ils vont bosser, les délais de facturation convenus. Depuis, plus de surprises et les choses sont beaucoup plus simples. Lors d'un coaching de groupe, un artisan a raconté qu'il avait un sous-traitant uniquement parce qu'il était disponible. Il l'avait pris sur ce critère-là. Résultat, malfaçon, reprise à ses frais et marge envolée. Aujourd'hui, la seule chose qu'il répète en boucle, c'est qu'un mauvais sous-traitant disponible, c'est plus dangereux qu'un bon sous-traitant qui est occupé. Une fois le sous-traitant choisi, le vrai danger, c'est le flou, le fameux flou artistique. Vous avez déjà entendu ces phrases, j'en suis sûr. « Ah mais ce n'était pas prévu, on ne m'en a jamais parlé » ou « ce n'est pas ce que j'ai compris ». Et quand ça arrive, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, ça veut dire que ça va coûter cher. C'est pour ça que je conseille toujours aux dirigeants que j'accompagne d'avoir un contrat de sous-traitance clair, simple et complet. Pas un pavé de 10 pages, un document court, lisible, que tout le monde comprend, mais qui couvre l'essentiel. Un bon contrat doit préciser plusieurs choses. Le périmètre exact des travaux, les délais d'intervention, la qualité attendue, les conditions de facturation et de règlement, les assurances du sous-traitant, et la manière dont sont prévus et gérés justement les imprévus et les retards. Avec ça, vous évitez 80% des malentendus. Un maçon que j'accompagne avait constamment des soucis parce qu'il envoyait ses sous-traitants sans cadre écrit. Résultat, chacun travaillait à sa sauce. Depuis qu'il utilise un contrat simple, plus de débat. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire, comment le faire et dans quel délai le faire. À l'inverse, un menuisier laissait ses sous-traitants s'organiser entre eux, en pleine liberté. Sur le papier, franchement, c'est sympa. Mais en réalité, c'est un méga flou et un méga bazar artistique aussi. Des trous dans le planning, des retards et beaucoup de pertes d'argent. Le jour où il a compris que laisser trop de liberté coûte plus cher que de poser un cadre, il a tout changé. Autre exemple, lors d'un accompagnement collectif, un chef d'entreprise nous a partagé qu'il n'osait pas formaliser un vrai contrat parce qu'il connaissait très bien son sous-traitant et depuis longtemps. Il avait peur de casser la relation. Quand il a enfin mis en place un contrat simple, son sous-traitant lui a dit une seule chose, « Merci, ça va mieux entre nous maintenant que les choses sont beaucoup plus claires. » Comme quoi, le cadre rassure tout le monde. Alors avant de continuer, si tout ça résonne avec ce que vous vivez au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est la meilleure façon de me dire de continuer à vous partager des conseils concrets comme cela. Poursuivons. Maintenant qu'on a posé le cadre, il reste un point essentiel, votre posture. Vous pouvez avoir les meilleures méthodes du monde, si vous n'incarnez pas votre rôle de patron, les sous-traitants vont le sentir. Dans mes accompagnements, je vois 2 extrêmes. Le dirigeant trop gentil, qui laisse tout passer, et celui qui tape du poing sur la table pour un oui ou pour un non. Dans les 2 cas, ça finit mal. La bonne posture, c'est un mélange de fermeté et de calme. Vous êtes responsable du chantier, du client, du résultat, donc vous avez le droit et même le devoir de rappeler les règles quand ça dérape. Un menuisier que j'accompagne n'osait rien dire à ses sous-traitants, surtout quand ils étaient plus âgés que lui. Résultat, des retards à répétition, des malfaçons, du stress pour tout le monde. On a travaillé sur sa posture, sa communication et tout a changé. A l'inverse, un autre dirigeant s'énervait dès qu'une consigne n'était pas respectée. Ambiance tendue sur les chantiers, erreur en cascade.
Le jour où il a compris qu'on peut être ferme sans être agressif, tout s'est apaisé. Un chef d'entreprise un jour m'a dit « Roland, je croyais que si je recadrais un sous-traitant, je perdrais la relation. » Je lui ai répondu « La relation, tu la perds justement quand tu ne recadres pas. » 2 semaines plus tard, il me rappelle, il m'a dit « T'avais raison, j'ai posé un cadre, j'ai été clair et le sous-traitant me respecte encore aujourd'hui bien mieux qu'avant. » Et justement, une fois la posture en place, il reste un point essentiel et clé dans tout ça, le suivi de chantier. Pas le flicage, le suivi de chantier. Si vous ne suivez pas le travail de vos sous-traitants, vous allez découvrir trop tard les problèmes. Et si vous êtes derrière eux du matin au soir, ils vont perdre leur autonomie. Le bon rythme, c'est simple. Une visite en début de chantier, un point à mi-parcours et un point final avant la réception de chantier. Un électricien que j'accompagne ne passait qu'à la fin du chantier. Résultat, il a découvert des choses mal faites qu'il a dû reprendre. Évidemment, c'est lui qui a payé. Depuis qu'il fait un point en cours de chantier et avant la réception, il n'y a plus d'écart, plus de reprise, plus de pertes. Autre cas, un terrassier qui passait 3 fois par jour sur ses chantiers, ses sous-traitants se sentaient surveillés et n'osaient plus rien faire de façon autonome. Quand il a compris qu'un bon suivi, c'est pas d'être derrière eux, mais avec eux, au bon moment, tout a changé. Un jour, un dirigeant m'a dit « Roland, je veux tellement que le chantier soit nickel que je finis par faire le travail moi-même à leur place. » Quand il a mis en place, justement, dans la semaine, les 3 points simples dont je viens de vous parler, ses sous-traitants ont retrouvé de l'autonomie et lui a retrouvé du temps pour gérer son entreprise. Voilà, on arrive au bout de cet épisode et si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Gérer ses sous-traitants, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode, de cadre et de posture. Vous avez vu comment choisir les bons partenaires, les bons prestataires, poser les règles du jeu, incarner votre rôle de patron et suivre un chantier sans fliquer. Si vous appliquez seulement une de ces idées dès votre prochain chantier, vous verrez la différence, j'en suis sûr. Moins de stress, moins de surprises et une rentabilité qui remonte. Partagez-moi en commentaire votre expérience ou une galère que vous avez vécue, comme ça on pourra en parler, et pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.